Merci. Merci beaucoup aux organisateurs pour cette invitation et de m'avoir associé à ce joli programme. Donc, je suis Kyoka Kingal, je suis neurogériatre et spécialiste du sommeil et je travaille à l'hôpital Charles Foix, qui est un hôpital gériatrique. Donc, je vais vous parler du sommeil et ses pathologies après 50 ans. Alors, c'est vrai que j'ai plus l'habitude de voir des patients plutôt de 80 ans. Mais le vieillissement, c'est vrai que ça commence très, très rapidement. Pour le compte de cette intervention, il y a tellement de pathologies du sommeil, je ne pouvais pas vous parler de tout en 30 minutes, hein, mais j'ai sélectionné quelques-unes, euh, soit parce qu'elles sont fréquentes chez les personnes âgées, ou soit il y a quelques particularités que je voulais vous transmettre suite à cette topo. Et du coup, je vais vous parler rapidement de l'insomnie. Hein. Docteur Vecchierini, on a déjà pas mal introduit. Le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, le trouble comportemental en sommeil paradoxal et le syndrome de jambes sans repos. Alors, vous avez vu en préambule, derrière une plainte de mal dormir chez les personnes âgées, la plainte et l'expression sont très variables car il existe une grande hétérogénéité chez nos seniors. Vous avez des retraités fraîchement retraités, hein, 60-70 ans, qui sont encore actifs, avec une bonne insertion sociale. Des sujets beaucoup plus âgés, mais qui finalement sont robustes, avec une bonne santé, actifs et encore occupés. Hein. Des sujets âgés fragiles et des sujets âgés avec de nombreuses pathologies qui sont déjà malheureusement dépendants. Et derrière cette plainte de mal dormir, docteur Vecchierini nous en a parlé, il faut déjà d'une vérifier s'il y a un changement ce changement lié à l'âge qui vous a bien démontré, si c'est mal accepté par la personne, parce qu'en effet, il y a pas mal de personnes âgées qui se plaignent de leur sommeil, mais finalement, quand on leur pose la question, ils dorment pas si mal que ça. C'est surtout l'avance de phase où ils ont un petit peu du mal à accepter le fait de se réveiller un peu plus tôt qu'auparavant ou s'il existe des difficultés réellement pathologiques, et bien sûr il y en a, et il est très important de se pencher sur cette question, notamment sur l'insomnie, mais bien sûr d'autres pathologies du sommeil. Alors, concernant l'insomnie et les plaintes d'insomnie chez les personnes âgées, bah, pour l'insomnie chronique, juste comme rappel, la définition, elle ne varie pas hein, avec l'âge, c'est toujours la même chose. Mais il s'agit donc d'une plainte subjective du sommeil, soit d'endormissement et ou d'éveil nocturne répété et ou d'éveil matinal trop précoce. Ce qu'il ne faut pas oublier, on va parler d'insomnie si ces plaintes du sommeil vont avoir des conséquences sur le fonctionnement de la journée avec un retentissement diurne qui peuvent être la fatigue, le mal-être, des troubles de la concentration, de l'attention, de l'humeur, d'irritabilité, etc. Et on parle d'insomnie chronique si les conditions du sommeil sont correctes. Et il est donc important d'éliminer des facteurs environnementaux, par exemple comme le bruit dans la nuit ou en situation d'institutionnalisation, par exemple, en hospitalisation. Et on va parler d'insomnie chronique quand c'est au moins 3 fois par semaine depuis au moins 3 mois. Et si elle n'est pas expliquée par une autre pathologie du sommeil, vous verrez l'insomnie chez les personnes âgées, souvent c'est souvent multifactoriel, donc ce n'est pas exclu. Alors, il est donc important de repérer ces différents facteurs qui peuvent impacter négativement le sommeil chez les personnes âgées, et il y en a beaucoup. D'abord, les facteurs environnementaux et aussi l'hygiène de sommeil. Donc, comme je vous ai dit, bah, l'institutionnalisation. Quand on est en EHPAD, par exemple, les résidents, ils ont pas forcément, on va leur servir le dîner, le petit déjeuner, pas forcément aux horaires de leur rythme initial, en tout cas qu'ils avaient l'habitude. On va peut-être les coucher beaucoup plus tôt, hein, pour ceux qui sont un petit peu plus couche-tard, par exemple. L'isolement social aussi va impacter. La faible exposition à la lumière, on en a parlé, hein. Ceux qui sont actifs, il n'y a pas de souci, ils sortent. Mais ceux qui ont du mal à sortir, bon, bah, malheureusement, ils ne sont pas à la lumière du soleil. Et ça va avec la sédentarité ou le manque d'activité physique aussi. Malheureusement, il y a plus ce renforcement synchroniseur du rythme veille-sommeil. L'alitement, il va de soi, mais aussi les soins, l'échange, les bruits nocturnes, notamment dans les vies collectives, hein, c'est assez important. Par exemple, dans les EHPAD, il est important de toujours de rappeler au personnel que la nuit, bah, les résidents ils dorment, même si eux ils travaillent. Hein, donc, il faut respecter aussi ce temps de sommeil. Et l'hygiène de sommeil, bah, trompez-vous, les personnes âgées, comme bah, avec la retraite, ils n'ont plus forcément les contraintes sociales comme le travail, etc. Ils peuvent parfois présenter des mauvaises hygiènes de sommeil avec des heures de coucher ou de lever qui peuvent être parfois un petit peu chaotiques. Et ils peuvent bien sûr s'autoriser des siestes.
Alors quand on fait des siestes, il n'y a pas de souci, mais il faut faire attention à vers quelle heure on va faire la sieste. Si on va faire la sieste vers 17 heures, c'est un petit peu normal que le soir après, on a un peu plus de mal à dormir. Et aussi sur la durée de la sieste, une bonne sieste rafraîchissante est plutôt de 20 ou 30 minutes, mais pas 1 heure ou 2 heures sur la journée. Et bien sûr, les prises d'excitants comme la caféine peuvent impacter le sommeil. Qui dit personnes âgées, bien sûr, il y a des personnes âgées en bonne santé, mais il y en a certains, malheureusement, qui vont avoir des maladies, plusieurs maladies qui vont s'accumuler, et plusieurs comorbidités médicales peuvent impacter négativement le sommeil. Déjà, la douleur, il peut y avoir des douleurs de rhumatisme, etc., pendant la nuit, qui vont entraîner un inconfort dans le sommeil, des problèmes, des difficultés respiratoires qui peuvent être d'origine pneumologique ou cardiaque, comme l'insuffisance cardiaque, hein. Si les patients ont une poussée d'insuffisance cardiaque et notamment d'œdème aigu pulmonaire, hein, souvent c'est caractérisé par ce qu'on appelle une orthopnée, c'est-à-dire des difficultés à respirer quand on est vraiment allongé et qu'ils ont besoin pour mieux respirer, d'être demi-assis par exemple. Des troubles digestifs, même des choses bénins comme le reflux gastro-œsophagien peuvent déranger pendant le sommeil. La nicturie, docteur Vecchiarini, on a beaucoup parlé, le fait de se lever souvent la nuit pour aller aux toilettes. Et bien sûr, les maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson, où pendant la nuit, ils peuvent être inconfortables parce qu'ils peuvent être bloqués, avoir du mal à se mouvoir dans leur lit, mais également la maladie d'Alzheimer avec des troubles du sommeil. Les facteurs psychosociaux et les comorbidités psychiatriques qui peuvent venir avec le vieillissement, notamment le passage à la retraite. Parfois, certaines personnes vivent mal cette période. L'isolement social, le veuvage, malheureusement, qui peuvent intervenir, qui peuvent entraîner parfois des gros troubles comme de dépression et d'anxiété qui sont importants d'identifier et de traiter. Et qui dit polypathologie également, polymédication. Donc les personnes âgées peuvent consommer beaucoup de médicaments et certains médicaments peuvent entraîner des troubles du sommeil. Et donc il est important de les identifier, de voir si on peut faire quelque chose par rapport aux horaires, etc. Et bien sûr supprimer les médicaments qui sont inutiles. Et bien sûr, des troubles des pathologies intrinsèques du sommeil, comme le syndrome d'apnée du sommeil ou le syndrome de jambes sans repos, que je vais vous parler maintenant pour la transition. Mais surtout, gardez en tête, derrière une vraie insomnie ou plainte du sommeil du sujet âgé, souvent l'origine est multifactorielle. Donc, il faut vraiment faire la part de plusieurs choses et donc prendre du temps pour identifier ces différentes causes et pouvoir les traiter dans l'ensemble. Alors, concernant le syndrome d'apnée du sommeil, alors, qu'est-ce qu'un syndrome d'apnée du sommeil? Il s'agit des épisodes répétés d'arrêt du flux respiratoire. Quand c'est complet, on va parler d'apnée. Et quand c'est une diminution d'hypopnée. Vous avez à droite l'illustration vue de côté au niveau du visage. Donc, quand on dort, les muscles se relâchent et malheureusement, les muscles des voies aériennes supérieures peuvent aussi se relâcher, plus chez certaines personnes. Et pareil, quand on dort, la langue et le voile du palais ont tendance à basculer en arrière et entraîner une obstruction des voies aériennes supérieures pendant le sommeil. Heureusement, on n'arrête pas de respirer toute la nuit, sinon on ne serait plus là. Mais du coup, à chaque pause respiratoire, on va reprendre la respiration au bout de plusieurs secondes, qui peut entraîner du coup des micro-éveils. Donc, le cerveau est un petit peu dérangé pour reprendre la respiration. Et ceux qui souffrent de syndrome d'apnée du sommeil vont avoir cette fragmentation du sommeil qui va entraîner une mauvaise qualité du sommeil, d'où la fatigue, la somnolence diurne le lendemain matin, le lendemain, et aussi ce qu'on appelle une hypoxémie intermittente, c'est-à-dire qui dit pas de passage d'air, on n'envoie pas d'oxygène au poumon, donc pendant plusieurs fois par heure pendant la nuit, pendant qu'on dort, et bien l'organisme va souffrir de ce qu'on appelle une désaturation nocturne, va manquer d'oxygène pendant plusieurs secondes et ce de façon cyclique. Donc cette fragmentation du sommeil et l'hypoxie intermittente est quelque chose de néfaste pour l'organisme. Qui dit événement respiratoire, bien sûr, les signes cliniques sont importants pour parler syndrome d'apnée du sommeil, mais pour poser le diagnostic, il est nécessaire de faire un examen, du coup, et d'enregistrer la nuit. Et quand on va enregistrer chez les personnes âgées, bien sûr, tout est possible, et surtout que le traitement est possible chez les personnes âgées. Il faudra y penser, surtout chez les personnes qui sont dépendantes, sur la faisabilité de l'examen.
Alors, pourquoi y penser au syndrome d'apnée du sommeil après 50 ans? Parce que c'est encore plus fréquent après 50 ans. Alors, vous avez à gauche une courbe d'une étude sur une cohorte historique américaine de 2002 qui montre que voilà, vers 35-45 ans, on est un peu moins de 10% de syndrome d'apnée du sommeil et que vers 55 ans, on va passer autour de 15 et à partir de 60 ans, la prévalence augmente autour de 20% avec un petit peu un effet plafond, on va tourner autour de 20%, même jusqu'à 85 ans. Et vous avez à droite l'étude plus récente suisse, européenne, Hypnolos, qui montre également, donc vous avez en bleu foncé les patients de moins de 60 ans et en bleu clair les plus de 60 ans. Ils ont séparé les hommes et les femmes et en fonction de la sévérité des apnées du sommeil, vous pouvez voir que les apnées du sommeil modérées et sévères sont beaucoup plus fréquentes chez les plus de 60 ans, que ce soit chez les messieurs ou chez les femmes. Alors, pourquoi c'est plus fréquent après 50 ans? En fait, il y a plusieurs facteurs favorisants du syndrome d'apnée du sommeil qui sont modifiés avec le vieillissement. Alors, les grands facteurs, en général, là, je vous présente ceux dans la population générale tout venant. Il y a plusieurs facteurs, hein, et notamment les plus prépondérants, ce sont tout ce qui va jouer sur l'anatomie des voies aériennes supérieures, parce que tout au début, je vous avais parlé de l'obstruction des voies aériennes, et du coup, bah, notamment le surpoids et l'obésité avec les gros coups, hein, parce qu'il y a une infiltration de graisse autour du cou qui vont entraîner du coup cette étroitesse des voies aériennes supérieures, peuvent jouer. Bien sûr, il peut y avoir d'autres anomalies anatomiques comme les amygdales qui sont trop grosses, trop volumineuses, etc. Ou certaines modifications anatomiques comme la macroglossie qu'on peut voir, des grosses langues qu'on peut voir par exemple dans la trisomie de terre, qui peuvent être des facteurs favorisants. Il y a bien sûr d'autres choses comme des pathologies qui peuvent induire une hypotonie des voies aériennes supérieures, comme certaines maladies neuromusculaires. Des pathologies où on retrouve fréquemment des syndromes d'apnée du sommeil, notamment des pathologies cardiovasculaires comme les arythmies ou l'insuffisance cardiaque. Les médicaments, le tabagisme, parce que ça va entraîner une inflammation des muqueuses également, et du coup qui peuvent favoriser l'obstruction des voies aériennes. Et aussi la prise d'alcool, tout simplement parce que l'alcool a un effet myorelaxant, donc qui relâche les muscles. Et dans la population générale, et notamment plus jeune, il y a une nette prédominance chez les messieurs pour le syndrome d'apnée du sommeil. Alors, avec le vieillissement, en fait, ces facteurs ils ne changent pas, ils sont là, mais par contre, la prépondérance le poids de ces certains facteurs vont être modifiés. Notamment, l'obésité va être beaucoup moins fréquente chez nos personnes âgées. On peut tout à fait voir des femmes hein, qui sont plus prêtes à faire des apnées du sommeil qui peuvent être importantes. Et après la ménopause, l'influence du sexe est beaucoup moins marquée et on peut avoir autant de femmes qui présentent des apnées du sommeil que les messieurs à partir d'un certain âge. On a parlé tout à l'heure de polymédication chez les personnes âgées, donc bien sûr l'effet iatrogénique des médicaments n'est pas à négliger, notamment les médicaments sédatifs et les fameux benzodiazépines, hein, les médicaments contre l'anxiété par exemple, ou parfois malheureusement beaucoup de personnes le prennent encore pour dormir, même si c'est pas un vrai somnifère, hein, qui du coup a comme effet indésirable l'effet myorelaxant et du coup relâchement musculaire. Vous avez aussi, on a parlé tout à l'heure de polypathologie chez les personnes âgées, donc des pathologies cardiaques qui sont beaucoup plus fréquentes, malheureusement, dans cette tranche d'âge, notamment arythmie par fibrillation auriculaire ou l'insuffisance cardiaque, notamment, qui du coup sont des facteurs associés très fréquemment avec les apnées du sommeil. Et bien sûr, l'âge en soi, malheureusement, par le vieillissement musculaire, il a également montré qu'il existe une collapsibilité pharyngée beaucoup plus importante chez les personnes âgées par rapport aux plus jeunes. Donc voilà un petit peu quelques raisons, quelques pistes de pourquoi on fait un peu plus d'apnée du sommeil quand on prend de l'âge. Alors pourquoi y penser aussi après 50 ans au syndrome d'apnée du sommeil? Parce que même à un âge avancé, le syndrome d'apnée du sommeil est associé à certains risques, notamment aux pathologies cardiovasculaires comme notamment l'hypertension artérielle et l'accident vasculaire cérébral.
Il a été montré dans des cohortes, dans des études spécifiquement chez les personnes âgées. Tout ce qui est infarctus de myocarde, ou l'angine de poitrine ou l'insuffisance cardiaque, les résultats sont encore un peu divergents chez les sujets âgés, donc ça, on ne sait pas encore trop. Mais les arythmies nocturnes sont également associées au syndrome d'apnée du sommeil. Même à un âge avancé, le syndrome d'apnée du sommeil est associé à ce qu'on appelle à une insulinorésistance, qui est une des parties physiopathologiques du diabète. Et des études qui sont intéressées chez les personnes âgées ont montré également que le syndrome d'apnée du sommeil était associé à un mauvais état fonctionnel, à une mauvaise qualité de vie, à l'autonomie, mais aussi à la dépression, à l'état de fragilité, mais également aux chutes et aux fractures. Parfois, c'est vrai que c'est anecdotique, mais il peut y avoir des chutes ou des fractures sur des somnolents diurnes ou des troubles de l'attention suite au syndrome d'apnée du sommeil sévère qui ne sont pas traités. Et vous verrez tout à l'heure, donc avec Dr. Hawkes, sur l'effet du sommeil sur la cognition, mais également d'apnée du sommeil. Il est connu que le syndrome d'apnée du sommeil va entraîner un certain ralentissement psychomoteur avec une augmentation du risque d'accident de voiture et également du déclin cognitif et quelques liens avec la physiopathologie de la maladie d'Alzheimer, qui est quelque chose de récent et qui commence à être de plus en plus documenté, que ce soit dans des modèles expérimentaux comme les souris, mais également chez l'homme. Alors, il faut y penser, et pour y penser, bah, on va pas enregistrer tout le monde, hein. Il faut d'abord se suspecter le syndrome d'apnée du sommeil suite à des signes cliniques. Alors, les symptômes du syndrome d'apnée du sommeil ne sont pas modifiés par l'âge en soi, donc ce sont toujours des ronflements, des pauses respiratoires qui peuvent être constatées par celui qui dort à côté, la somnolence diurne excessive, mais aussi d'autres signes un peu moins spécifiques comme les sensations d'étouffement, de suffocation pendant la nuit, des réveils nocturnes, la nicturie, l'asthénie, la céphalée matinale, les troubles de l'humeur, certains troubles cognitifs et la baisse de la libido. Donc, bien sûr, les personnes âgées peuvent avoir tous ces symptômes-là, mais par contre, parfois, ces symptômes sont plus difficiles à reconnaître chez les personnes âgées par plusieurs raisons. Par exemple, ces signes sont parfois pas rapportés parce qu'il manque des témoins, tout simplement. Gonflement ou les pauses respiratoires, mais les patients ne se rendent pas forcément compte. Donc, s'ils dorment seuls, ils ne sont pas rapportés. Les signes peuvent être parfois banalisés ou masqués par certaines comorbidités. Bah, par exemple, la nicturie, le fait de se lever souvent pour aller aux toilettes la nuit. Bah, chez les messieurs, il y en a, on va dire, bah, c'est des problèmes de prostate. Et chez les femmes, on va dire, ah, bah, c'est normal, vous avez eu beaucoup d'enfants, peut-être que votre sphincter est un peu fragile, etc. Mais il faut y penser, pourquoi pas, aux apnées du sommeil. Et parfois, certains signes sont donc masqués par d'autres comorbidités, par exemple la sensation d'étouffement nocturne ou de suffocation. Quand on a une insuffisance cardiaque, hein, bah, parfois on ne sait pas si c'est le cœur qui est en train de parler, etc. Donc c'est important d'y penser. Parfois, c'est tellement fréquent chez les personnes âgées qu'on n'y pense pas. Bah, la fatigue, c'est pas très spécifique. Il y a beaucoup de personnes âgées avec polypathologie, hein, qui sont pas très en forme, qui se plaignent très souvent de ça. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Et bien sûr, il peut y avoir des signes atypiques qui font découvrir le syndrome d'apnée du sommeil chez nos personnes âgées. Tout à l'heure, je vous ai parlé des chutes, parfois traumatiques avec des fractures. L'insomnie. Nous avons fait une étude justement chez nos patients âgés insomniaques et en fait, plus de la moitié souffraient de syndrome d'apnée du sommeil. Et parfois, bah, découvrir le syndrome d'apnée du sommeil, les traiter, permet aussi dans certains cas, de pouvoir sevrer les somnifères qu'ils consommaient depuis des années. Donc, c'est vraiment, ça vaut le coup, hein. C'est quelque chose de rentable de faire le diagnostic. La confusion post-opératoire est également été associée chez le personnage avec la présence d'apnée du sommeil qui était passée inaperçue. Et bien sûr, derrière la plainte cognitive et en consultation de mémoire, quand on a des profils un peu cognitifs, notamment de troubles intentionnels à des dysfonctions exécutives, il ne faut pas oublier de poser des questions sur le sommeil, est-ce qu'il y a des ronflements, etc. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que les apnées du sommeil entraînent le syndrome démentiel, mais si on le détecte et qu'on le traite, peut-être qu'on peut alléger une partie des plaintes cognitives. Et surtout, excusez-moi, et surtout, ce qui est important, c'est non seulement le syndrome d'apnée du sommeil
c'est fréquent, etc. Et, il faut penser à l'identifier, même si parfois c'est difficile chez les personnes âgées. Mais ce qui est important, c'est que bah, il est traitable hein, et que la pression positive continue, qui est le traitement principal des apnées du sommeil, est tout à fait possible. Il n'y a pas de contre-indication à l'âge. Il faut juste voir par rapport à la faisabilité, etc. Chez nos personnes âgées. Donc c'est un peu dommage de passer à côté. Alors, deuxième pathologie, une autre pathologie que je voulais vous parler, c'était le trouble du comportement en sommeil paradoxal. Alors, le sommeil paradoxal, qu'est-ce que c'est? C'est le stade de sommeil des rêves. Donc, tout à l'heure, on vous a parlé des stades de sommeil lent léger et lent profond, mais il existe ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Souvent, on dit paradoxal parce que justement, pendant que vous rêvez, le cerveau, il se réveille entre guillemets, il devient actif, hein, l'activité cérébrale est active un peu comme en éveil, parce qu'il est en train de produire votre film des rêves. Mais par contre, paradoxalement, vos muscles sont relâchés pendant le sommeil paradoxal dit normal physiologique. Ceux qui vont souffrir de cette pathologie du sommeil, ce trouble comportemental dans le sommeil paradoxal, eh bien, il y a plus de relâchement musculaire, il y a cette levée d'inhibition du tonus musculaire pendant ce stade de sommeil. Et en fait, les personnes qui souffrent de cette maladie vont vivre un petit peu leurs rêves et leurs cauchemars, et c'est-à-dire ils vont l'extérioriser. Et ici, par exemple, comme sur l'image, sur l'illustration, il est en train de rêver qu'il est en train de boxer, eh bien la personne va faire les mouvements de boxing dans son lit, souvent les yeux fermés parce il continue à dormir, mais le contenu de son rêve sont exprimés par les mouvements. L'âge de début est entre 40 et 70 ans. Et du coup, c'est pour ça que je vous ai choisi de vous en parler dans cette topo. C'est une maladie qui est plutôt peu fréquente, hein, beaucoup plus rare. En général, autour de 1% chez les plus de 60 ans sur les troubles du comportement qui ont été diagnostiqués, identifiés sur un examen de sommeil qu'on appelle la polysomnographie. Alors, le trouble du comportement en sommeil paradoxal il peut s'exprimer par vraiment plusieurs types de mouvements. Hein. Dans cette étude qui avait réuni 200 personnes, ils ont un petit peu ils ont interrogé un petit peu ce qu'il peut y avoir comme geste. Alors, il y a punching, donc donner des coups de pied 86%, dans des coups de poing 86%, coups de pied 82%, tomber du lit 79%. Des gestures plus ou moins amples, 73%. Taper contre la lampe de chevet, 66%. Donc, il peut y avoir vraiment beaucoup de choses. On peut bien sûr vocaliser, ils peuvent parler, crier, hurler, parfois pleurer ou chanter. Donc, c'est quelque chose de vraiment très, très variable. Ce qui est important, c'est peut-être rigolo, mais finalement pas si rigolo que ça, et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Ce qui est important, c'est que il peut y avoir un risque de trop lampe de chevet ou se cogner sur la table de chevet. Il peut y avoir des traumatismes crâniens, mais donner des coups de pied ou coups de poing à la personne qui partage le lit. Donc, il est vraiment important de l'identifier pour sécuriser hein, l'environnement du patient, du partenaire, pour éviter ces blessures. Autre chose aussi, autre point, pourquoi on s'intéresse aussi aux troubles du comportement de sommeil paradoxal chez les patients âgés, c'est que parmi les causes, hein, donc il y a des causes secondaires, mais il a été montré récemment que certaines maladies neurodégénératives
Vous avez également la maladie à corps de Lévy, qui est une maladie un peu cousine, mais qui est surtout marquée par des troubles cognitifs, où la fréquence de ce trouble du comportement sommeil paradoxal est beaucoup plus importante, de l'ordre de 88 à 100% selon les études. Et d'ailleurs, depuis récemment, parmi les critères diagnostiques de cette maladie à corps de Lévy, a été introduit la notion, en tout cas le fait d'avoir le trouble du comportement en sommeil paradoxal. Donc, voici les raisons de pourquoi je voulais vous parler un petit peu de cette pathologie-là. J'ai plus la diapo là. Merci. Et les boutons ne marchent plus maintenant. Voilà, c'est bon. Alors, en dernier, je voulais vous parler d'une dernière pathologie, le syndrome d'un jambe sans repos, qui est une cause d'insomnie, d'endormissement notamment, mais aussi une cause d'agitation nocturne. Alors, le syndrome de jambes sans repos, rapidement, c'est un petit peu plus fréquent que ce que je viens de vous présenter, le trouble du comportement sommeil paradoxal. Ça peut toucher environ 8% de la population générale en France. Par contre, ceux qui souffrent de syndrome de jambes sans repos sévère d'au moins d'une fois par semaine, c'est de l'ordre de 5%, et quotidien, c'est entre 1 et 2%. C'est plus fréquent chez les femmes, et la prévalence et la gravité augmentent avec l'âge, en tout cas jusqu'à 64 ans, d'après les études. Et l'âge de début, c'est très variable. Il peut y avoir des enfants jusqu'à des très très âgés, mais il y a deux pics de fréquence, la troisième et la cinquième décennie. Et c'est aussi pour ça que je vous en parle. Alors, qu'est-ce que c'est le syndrome de jambes sans repos? En fait, ce sont des ressentis très désagréables, parfois douloureuses, d'impatience. Donc, ça peut être des inconforts, des fourmillements, des sensations pénibles avec des besoins de bouger qui sont au niveau de la jambe ou de la cheville et avec des caractéristiques qui font au sein marque de fabrique, qui sont des impatiences qui surviennent au repos. Donc, ça peut être pour certains ceux qui sont assis trop longtemps au cinéma ou des repas qui durent longtemps. Bon, il y a bientôt les fêtes de Noël ou l'avion, par exemple, ou quand vous allez aller au lit pour vous reposer. Ces impatiences, il existe un caractère un peu nictéméral qui sont majorées en fin de journée, en soirée ou dans la nuit, et elles sont soulagées par le mouvement de la jambe. Par exemple, il suffit. Parfois, les gens, ils bougent leurs jambes, ou parfois, ils sont obligés de se lever pour soulager ces impatiences. Alors, bien sûr, pour avoir éliminé les autres diagnostics différentiels. Mais du coup, vous pouvez aisément comprendre que ces impatiences qui surviennent au repos en fin de nuit vont entraîner une insomnie d'endormissement, des difficultés à s'endormir. Et aussi agitation nocturne, bah, si la personne a besoin pour les soulager, carrément de se lever, de marcher, etc., de faire les 100 pas. Alors, il s'agit d'un diagnostic clinique. Vous avez vu, ce sont des plaintes subjectives qui va être basées sur sur l'anamnèse, sur l'interrogatoire du patient. Donc, il faut que le patient soit capable de décrire tous ses symptômes. Et chez certaines personnes, notamment âgées, dépendantes et notamment qui souffrent de troubles cognitifs, c'est pas forcément évident. Alors, il a été proposé justement pour diagnostiquer ce syndrome de Jean repos chez les personnes qui ne peuvent pas s'exprimer, certains critères diagnostiques. Et du coup, ce ne sont pas les plaintes, mais ce qu'on peut observer, et notamment les signes d'inconfort au niveau des jambes, tels que frotter les jambes tout en gémissant, l'activité motrice excessive dans les membres inférieurs, comme de faire les 100 pas, des signes d'inconfort dans les jambes qui sont exclusivement présents ou qui s'aggravent pendant les périodes de repos ou d'inactivité, qui sont en fauteuil ou au lit. Signes d'inconfort dans les jambes qui diminuent avec l'activité. Et ce caractère nictéméral, surtout le soir ou la nuit, ou s'ils sont pires à ces moments-là que pendant le reste de la journée. Alors, il était important justement de proposer ces critères diagnostiques, y compris chez les personnes qui souffrent de troubles cognitifs comme la maladie d'Alzheimer, tout simplement parce que finalement, chez les patients qui souffrent de maladie d'Alzheimer, malheureusement, des autres pathologies qui compliquent le maintien à domicile, ce sont les troubles du sommeil et notamment l'agitation nocturne. Mais derrière l'agitation nocturne, il peut y avoir beaucoup de choses et il faut avoir le réflexe de penser éventuellement au syndrome de jambes sans repos. Là, je vous cite une étude qui a été réalisée
Ils ont sélectionné 59 patients qui souffrent alors c'était pas que la maladie d'Alzheimer, mais en tout cas de syndrome démentiel, plutôt modéré, mais qui présentaient tous une agitation nocturne. En tout cas, ils ont réussi à enregistrer sur 2 nuits par une polysomnographie nocturne et ils ont regardé quelle pathologie du sommeil pouvait y avoir derrière chez ces patients qui souffrent de troubles cognitifs avec agitation nocturne. Et dans cette étude, il a été montré que c'était le syndrome de jambes sans repos qui était associé à l'agitation nocturne et non pas aux apnées du sommeil ou au mouvement périodique de jambes. Donc, c'était un petit peu le message que je voulais vous dire, surtout que le syndrome de jambes sans repos, dans les causes, il peut y avoir des carences en fer, des problèmes d'insuffisance rénale, etc. Et les prises des médicaments qui sont surtout souvent des situations très fréquentes chez nos personnes âgées. Donc, il faut penser aussi, à partir d'un certain âge, s'il existe une agitation nocturne ou une insomnie, notamment d'endormissement, si la personne ne souffre pas de syndrome de jambes sans repos pour pouvoir proposer le traitement et améliorer leur sommeil. Donc, pour conclure, les messages que vous voulez que je vous reteniez, c'était derrière les plaintes de sommeil et d'insomnie, il y a vraiment plusieurs facteurs. Chez les personnes âgées, qu'il faudra prendre l'habitude un petit peu d'être systématique et de relever. Les facteurs environnementaux, les problèmes d'hygiène de sommeil, les comorbidités, les facteurs psychosociaux, les médicaments et bien sûr d'autres pathologies du sommeil. Et je vous en ai cité quelques-uns, notamment le syndrome d'apnée du sommeil qui est très fréquent, avec un impact négatif sur la santé et la qualité de vie, et y penser parce que c'est traitable. Le trouble du comportement au sommeil paradoxal avec ce risque de blessure et qui est très fréquemment associé à certaines maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson et la maladie à corps de Lévy. Et le syndrome de jambes sans repos, y penser au diagnostic même chez les sujets qui ne peuvent pas forcément exprimer ces plaintes, qui peut être une cause d'insomnie mais aussi d'agitation nocturne. Et je vous remercie pour votre attention.